Et yo l'équipe, aujourd'hui on est sur un format podcast, donc je vous ai demandé justement dernièrement des questions que vous aviez en tête éventuellement, et vous avez joué le jeu du moins sur le channel communauté de ma chaîne YouTube. Sur Instagram, petit pépin, j'ai perdu les questions, mais il n'y avait que 5 questions pour être franc, donc voilà, ce n'est pas très grave, j'en suis tout de même désolé. Sur 6000 personnes potentielles à la chaîne, on a 21 questions uniquement. C'est un peu faible, je suis un peu déçu, mais ce n'est pas grave, je vais y répondre tout de même. Commençons par la première question de Nico74. Hello LFG, tu as une belle diversité d'espèces et pas mal de réussites. Comment choisis-tu les espèces que tu vas garder par rapport à celles que tu cèdes? Penses-tu que tu vas élever des espèces élevables en terrarium? Si oui, lesquelles? Continue comme ça, à plus. Alors merci pour ta question Nico. J'ai une petite idée effectivement liée à un terrarium qui serait donc des Gigantiops destructor, une espèce que franchement qui me fascine. Et donc l'idée ce serait justement de leur proposer un terrarium pas spécialement voilà comme on a dans l'idée avec les installations classiques on va dire, avec les billes d'argile etc. pour gérer l'hydro et tout. Je serais plutôt sur une installation entre les deux avec des branches naturelles etc. certes mais pas reliées à une plante ou quoi que ce soit. Pour avoir justement un maximum d'endroits où elle puisse sauter. Donc voilà, ça c'est l'idée, de faire un support assez haut également, donc on serait plus sur un terrarium, non pas sur la largeur, mais plus sur la hauteur, et sur cette hauteur justement j'aimerais apporter donc du relief, des lieux où elle pourrait s'alimenter, mais sur justement des points plus hauts, enfin voilà. Donc ça ce serait vraiment l'espèce que j'aimerais avoir en terrarium. Après, comment je décide de garder ou non, c'est vraiment au feeling. Lorsque j'ai assez vu de l'espèce, que j'ai vu certaines choses, que j'ai atteint par exemple les majors chez des Camponotus, que je vois par exemple après 300-400 ouvrières, justement la taille plus importante des majors, que je pense avoir fait le tour. Si l'espèce ne me fascine pas réellement, je passe tout simplement à autre chose et je la propose à la vente. Pour une raison, ou en échange ça dépend, mais pour une raison très simple, c'est que sur la chaîne YouTube également, il faut du renouveau en soi. Le fait d'apporter des nouvelles espèces fait plaisir aux gens également, ils découvrent par la même occasion ainsi que moi. Et vu qu'un des principes de ma chaîne, du moins une chose que j'adore faire, c'est découvrir du matériel mais également des espèces et les faire découvrir, ça va de pair avec justement ces choix, le fait de céder des espèces. J'espère avoir répondu correctement à ta question. On va passer maintenant à une nouvelle question. On voit donc Léopold Droland 1963 qui me demande, il me dit « Salut, depuis quand fais-tu l'élevage de fourmis ?» Alors j'ai commencé il y a maintenant 2 ans et demi environ, un petit peu plus, donc ce n'est pas si long que ça, mais j'aimerais dire que si vous vous donnez les moyens, il n'y a pas vraiment d'expérience à avoir sur 4-5 ans. Certes, on va apprendre des choses sur la durée, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas bien s'en sortir avec seulement 6 mois d'expérience par exemple. Comment as-tu découvert les fourmis, me dit-il? Alors ça c'est, voilà, comme tout le monde dans le jardin quand j'étais petit, sincèrement j'étais déjà passionné. Et c'est de là que j'ai décidé aussi plus tard de faire quelque chose. Bien sûr quand on est jeune on a plein de rêves dans la tête, on s'imagine faire des dingueries, bon la réalité est tout autre, on peut pas vraiment faire des dingueries avec des colonies etc. bien qu'il y a des choses à faire très sympas. Et ensuite tu me dis, comptes-tu continuer encore longtemps? Aussi longtemps que ça fonctionnera en soi, si je n'ai pas d'événement majeur dans ma vie qui m'empêcherait de faire des vidéos, de continuer dans ce domaine, j'y continue, franchement, si vous me motivez, que je garde toujours cette motivation pour aller plus loin, pourquoi pas? Passons donc à une prochaine question. On a Aquadicap 2962 qui me dit « Bonjour à toi et un grand merci pour tes vidéos déjà, voici ma question. As-tu une ou plusieurs espèces que tu refuserais d'avoir? Si oui, laquelle et pourquoi? Bonne journée à toi et à tous. Alors, j'ai pas d'espèces que je refuserais d'avoir actuellement. Sachant que j'ai déjà refusé pas mal d'espèces que je pense beaucoup auraient accepté, notamment des coupeuses de feuilles, etc. Quelle espèce je refuserais d'avoir réellement? Les espèces invasives, parce que même si on pense gérer toutes les situations, c'est impossible, l'erreur est humaine et à tout moment on fait une connerie et on pourrait laisser s'échapper une espèce qui n'aurait pas d'impact sur la durée de votre vie à vous, potentiellement, admettons même 50 ans, mais par la suite pour avoir de grandes conséquences comme on a déjà pu le voir dans le monde. Ensuite j'ai une question de Rémi Duflo 6149 qui me dit « Salut le Gaulois, question, j'habite dans le sud dans une région assez chaude et les températures montent des fois à plus de 30 degrés. Comment garder une hygrométrie et une température plus conventionnelle? Arrives-tu également à avoir une température et une humidité différentes entre tes nids et les aires de chasse? Si oui, comment tu t'y prends ?»
En soi, vu les conditions que tu as chez toi, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué de redescendre tes setups, je vais dire en température, excepté si tu as une cave vraiment froide, même si j'en doute, sachant que sur la durée, si vous avez un mois de soleil constant, bien entendu, toutes les pièces de la maison chauffent. Alors, pour l'humidité, c'est pas bien difficile en soi d'avoir plus d'hygrométrie ou pas en soi, donc une humidité plus haute ou pas, ça dépendra tout simplement de toi-même l'humidité que tu imposes au setup. Maintenant, ça en vrai, c'est pas spécialement le plus dur. Par contre, comment toi tu pourrais faire pour garder une température plus basse? Franchement, sur la durée, quand tu es dans une région chaude comme ça, c'est compliqué en fait. Si vraiment tu veux garder, je veux dire, du 24-26 et que, par exemple, c'est un appartement ou un lieu fort exposé, je pense vraiment que t'as pas trop de solutions. Parce que pour moi, un frigo, ce genre de choses, c'est pas une solution. Enfin, après, ce n'est que mon avis, donc je pense que dans ces cas-là, il faut tout simplement t'adapter avec des espèces qui apprécieront ce type de température. N'étant pas exposé directement au soleil, ce sera peut-être plus vivable pour elle. Je pense que c'est vraiment une des solutions à envisager. Ensuite, on a TAC89IO qui me dit: feras-tu une série de vidéos sur toutes tes colonies? Alors ça c'est vraiment compliqué parce que maintenant j'ai plus de 45 colonies, enfin et fondations. Imagine le temps que ça me prend, sachant que moi je dois enregistrer, donc déjà prendre des images en suffisance pour ensuite sélectionner les meilleures, puis faire un montage, transférer également sur le PC, hein, parce que ça prend du temps aussi ça, mine de rien. Enfin, il y a plein de choses à prendre en compte, donc ce genre de vidéo, je pense pas. Ce sera peut-être un cas exceptionnel où je vous ferai une énorme vidéo, peut-être d'1 heure, où on voit absolument toutes mes colonies, mais ça va me demander un travail monstre en amont, quoi. Ensuite, on a User LT6, enfin bref, vous avez compris, il n'y a pas de nom. Quel matériel utilisez-vous pour faire vos vidéos? Actuellement, c'est simple, j'ai pris du matos... Bon, j'ai en partie du matos AliExpress, dans le sens où c'est des projecteurs LED, donc ça m'a pas coûté bien cher, une quarantaine d'euros. Ensuite, on a le téléphone, enfin j'utilise 2 téléphones pour filmer, ça dépend un peu des situations. J'ai donc un Samsung S20 Ultra et un Samsung S22 Ultra, qui sont, ma foi, de très bonne qualité, hein. Franchement, pour filmer sans y investir justement le prix d'un appareil photo, c'est pas mal, on va dire. J'ai une lentille macro Apexel qui est donc qui est aussi d'AliExpress, hein, ça m'a coûté genre 8 euros à l'époque, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que j'utilise d'autre? J'ai trépied et tout le tralala, mais ça c'est pas spécialement ce que j'utilise tout le temps. Ensuite j'ai le micro pour tout simplement l'enregistrement vocal, hein. Donc ça m'a coûté plus ou moins 200 euros. Et voilà quoi, en gros en termes de matériel j'ai rien grand chose de plus. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Ensuite, on a Dilara 2012 qui me demande quelle est ton espèce de fourmi préférée. Alors franchement, ça c'est délicat. Il y a tellement d'espèces que c'est vraiment impossible d'en préférer une, j'imagine. Actuellement, chez moi, qu'est-ce que je préfère vraiment? Qu'est-ce qui me fait toujours kiffer à fond? Franchement, je saurais même pas vous dire laquelle je préfère, tellement que j'aime l'ensemble en soi. Alors certes, il y en a que je préfère plus que d'autres, comme mes Singularis par exemple, mais sinon je saurais pas répondre à ta question. Il y a User MT, enfin vous avez compris, un nom qu'on sait pas prononcer, qui n'a pas vraiment de pseudo, qui me demande: tu as combien d'espèces de fourmis chez toi? Plus de 45, pour être franc, plus de 45 actuellement. Ensuite on a Guillaume qui demande une question similaire, qui me dit: combien de colonies as-tu? En gros, c'est pareil, hein, de colonies à vraiment avec plus de 100-200 ouvrières, on va dire que j'en ai plus de 15, facilement. Ensuite, il me pose une autre question, il me dit: quelle est la meilleure reine pour débuter avec les fourmis? À mon sens, il n'y a pas vraiment de meilleure reine, on a des fourmis plus tolérantes cependant, qui accepteront les erreurs, etc., qui faciliteront aussi l'observation pour les débutants. Alors, dans ce système-là, les avis sont fort tranchés, parce qu'il y a des gens qui vont dire qu'il faut absolument commencer avec des fourmis endémiques, qui seront donc adaptées aux conditions que tu as. Bon, endémique, ça veut pas dire non plus que ça respecte des conditions que tu auras toi. Exemple, les fourmis qui sont sur les montagnes, etc. Voilà, ça a beau être endémique, ça correspond pas. Une endémique du sud de la France n'aura pas les mêmes conditions qu'une endémique dans le nord. Enfin, vous voyez l'idée? Donc bon, après ça dépend. Moi personnellement, je trouve que même certaines exos sont très bien pour commencer, car moins stressés. Pour donner des noms, pour moi, Camponotus nicobarensis, ce genre d'espèce, ça fonctionne très bien. Camponotus vagus pour commencer, ça me semble très bien également.
Les Messor Barbarus, j'ai un avis tranché, ça dépendra surtout de l'âge et de la patience de la personne, parce qu'il faut éviter de les stresser, de les bouger, etc. dans les premiers temps. Ensuite, on aura des espèces comme les Formica. Certains disent que c'est trop stressé, pour moi ce n'est pas le cas. Elles ont un style de vie où elles sont toujours surexcitées, elles se déplacent tout le temps de manière très rapide, même en nature, donc pour moi ce n'est pas spécialement une forme de stress qu'on observe, mais c'est plutôt leur réaction, leur réactivité. Donc pour moi Formica c'est un très bon compromis pour commencer. On a évidemment tout ce qui est Lasius, donc que ce soit SP noir, SP jaune, peu importe, hein. Pour moi c'est un très bon choix. Certes il faut plus de temps, des fois c'est un peu délicat, mais ça se fait très bien. On a également les Tetramorium par exemple, enfin toutes ces espèces là c'est pas mal je pense. Enfin voilà, il y a quand même une multitude d'espèces possibles, sans pour autant qu'on fonde sur les très connus, hein. Je pense aussi à Crematogaster scutellaris, qui est ma foi très connu, mais qui est un très bon choix à mon sens pour commencer. Ça prendra un peu de temps la fondation, mais c'est pas difficile. Après on peut tout de suite partir sur des espèces un peu exotiques, hein. Comme je pense à mes Camponotus atriceps, il n'y a aucune difficulté à élever cette espèce, mais à ce moment-là, il faudra vous munir de certaines choses pour correctement l'élever, notamment un thermostat, un tapis chauffant, ce genre de choses. J'espère avoir répondu à ta question. Ensuite, on a Manu Pierrard 6541, qui est donc Viking Hans, qui me demande quelle espèce te fascine le plus par son comportement. Ben, on en revient pour moi à Gigantiops Destructor que j'ai pu observer. Je trouve que c'est vraiment incroyable, on peut vraiment interagir avec l'espèce, et ça c'est complètement dingue. Sans rentrer dans d'autres détails, franchement je trouve que c'est une espèce de fourmi fascinante, ne fût-ce que par sa vision, et tous ses mimétismes, c'est dingue. On a ensuite Faucheur du Bois qui me demande comptes-tu faire gagner des espèces ni air de chasse en faisant des events sur ton Discord? Ça fait un peu rat, désolé, mais ça serait cool, ça rajouterait une équipe d'animation, etc. Alors justement, hier j'ai fait un concours sur 24 heures, un gagnant a tout simplement gagné une Camponotus Fetchenkoi. Alors moi j'essaye de faire pas mal de concours, hein, mais il faut savoir que tout ça c'est de l'argent bien entendu, et que c'est des dépenses, donc... Voilà, c'est pas toujours facile, cependant, voilà, là vous avez été régalé ces derniers temps avec pas mal de concours. Ensuite on a Fourmi du Sud qui me dit pourquoi as-tu décidé d'élever des fourmis, sinon bonne journée à toi. Ben bonne journée également, j'ai tout simplement décidé comme ça en temps de crise, hein, justement durant la période du Covid, hein, il fallait s'occuper, il fallait trouver de nouvelles occupations, ne pouvant plus aller à la salle ni rien, donc j'étais vraiment un peu chez moi, enfermé quoi, c'était un peu compliqué, comme tout le monde hein, en soi, mais je me suis dit bah tiens, ça me plaît depuis mon enfance, pourquoi pas en fait. Et j'ai donc commencé et commandé ma première espèce, et je me suis dit tiens, pour te motiver plus, partage directement avec les gens sur internet qui voudront voir et te suivre ton expérience et ton élevage. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Ensuite on a une question de Max 10008 qui me dit « Salut, l'espèce que tu n'as pas et que tu aimerais posséder ?» Ah ça c'est une bonne question aussi. En soi, j'aimerais une espèce un peu du sud de l'Afrique, j'imagine une Camponotus detritus, Fulvopilosus, Toreatus, quelque chose comme ça me ferait plaisir, mais c'est pas une espèce que je veux absolument. Après par exemple en Amérique il y a les Daceton, que je trouve ça vraiment incroyable, donc ça m'intéresserait aussi. Après il y a des espèces d'Australie, hein, Camponotus orosinctus par exemple, ça je trouve ça magnifique. Il y a une espèce aussi en Philippines qui me tente bien, c'est Camponotus albocinctus, on la voit pas spécialement, donc ça me tente aussi, mais maintenant, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose que je voudrais absolument? Franchement, je sais pas. Actuellement, je suis déjà bien gâté, j'ai déjà pas mal d'espèces, donc je ne saurais te dire. On a ensuite une question de TAC89IO qui me dit quel futur pour la chaîne. Eh bien pour l'instant on continue comme c'est actuellement, hein. J'ai des projets, c'est d'aller chez l'habitant, c'est-à-dire que j'aimerais aller voir directement des élevages chez des personnes et le filmer, c'est-à-dire prendre une demi-journée, une journée complète, aller chez quelqu'un, discuter avec, apprendre à le connaître, qui nous présente justement son élevage, et comme ça je pourrais mettre en lumière des éleveurs qui sont vraiment très impliqués et qui auront peut-être aussi ce plaisir de montrer à tout le monde leur élevage. Donc ça c'est un des trucs principaux, et si plus tard la chaîne dégage de l'argent, à ce moment-là, moi j'aimerais me rendre dans différents pays et aller chercher directement des espèces en nature et vous en faire une vidéo directement. Admettons pour objectif, je dis voilà, départ en Afrique, au Nigeria, admettons, on va aller observer les Eucophila longinoda, admettons. Voilà, mon but c'est d'aller là-bas, filmer pendant une semaine, admettons ça, et voir un maximum d'espèces, vous en faire une sorte de mini-reportage, ça ce serait un projet futur. Maintenant, actuellement, bon, c'est un peu compliqué de faire ce genre de choses, je pourrais le faire, hein, mais ce serait mes vacances, du coup, vous voyez un peu l'idée.
Alors j'ai Raka qui me demande tu penses prendre des fourmis coupeuses de feuilles un jour? Bah actuellement ce n'est pas dans mes projets, j'ai refusé pas mal de fois ce genre d'espèce d'ailleurs, mais non, pour l'instant c'est pas dans mes projets. Je me laisse le temps pour ce genre de colonies de fourmis, parce que il y a quand même des obligations derrière, notamment le fait d'aller chercher des feuilles, ce genre de choses, donc pour l'instant c'est non. Panda Féroce qui me demande quelle espèce de fourmi que tu aimes le plus et le détestes le plus, donc j'ai déjà répondu à ce genre de questions. Par contre, une espèce que je déteste vraiment, il n'y en a pas, enfin voilà, elles font toute leur vie, elles essayent toutes de tirer leur épingle du jeu, même si certaines sont un peu plus... Voilà, c'est moins agréable pour l'humain, mais bon, c'est comme nous, hein, nous on détruit la planète en soi, c'est pareil, hein, on peut être qualifié de nuisible hein, en soi, vous voyez l'idée? Donc c'est pareil, les fourmis invasives, certes c'est pas les meilleures, mais on a chacun nos torts. Alors ici j'ai un user etc, vous voyez l'idée, donc pas de pseudo, qui me dit « Quelle pourriture !» Il voulait dire nourriture. Hein. En plus des graines, peut-on donner au Messor Barbarus? Ça me fait rire un peu pour le pourriture, mais en gros, ben, personnellement, forcément des insectes, donc de temps en temps, peu importe, des blattes, des verres de farine, ce genre d'alimentation, des fruits également. Ça peut paraître con, mais... L'histoire d'Antoine notamment avec sa colonie de plus de 10 000 ouvrières, il donnait régulièrement des pommes et ce genre de fruits, et c'était vraiment quelque chose qu'elles appréciaient fortement quoi. Donc des fruits à l'occasion c'est une très bonne chose. Ensuite, en termes d'alimentation, je pense que c'est tout quoi. Donc c'est déjà pas mal quoi. Leurs graines, des insectes, des fruits, je pense qu'on est déjà pas mal. Alors on a un message de l'Amir Meko belge qui me dit « Salut alors, imaginons, je ne te le souhaite surtout pas, ta maison prend feu, là maintenant direct, quelle espèce tu sauves? Une seule seulement. » Sincèrement, moi je vais vous dire la vérité, si ma maison prend feu et que je ne peux que sauver une espèce, je ne vais pas vers mes fourmis, je vais sauver directement mes chiens en fait. Ma priorité ce sera ça, parce que voilà, vous imaginez bien, ça a un tout autre impact, hein. C'est un animal de grande taille, etc. Ce n'est pas la même chose. Maintenant, moi personnellement, voilà, il n'y a pas de choix à faire, il n'y a pas une seule, je sauve mes chiens, je sauve ma famille, et ensuite je sauve tout ce que je peux, c'est clair et net. Maintenant, bon, j'espère que ça n'arrivera jamais, et si ça arrive, sache qu'on ira au tribunal. Non, je rigole bien entendu, mais voilà. Donc voilà, j'ai répondu à toutes les questions que j'avais actuellement, j'espère en tout cas que ce format podcast vous a plu. Je suis désolé pour les questions Instagram que j'ai perdues en route, hein. J'ai pas pensé à sauvegarder celle-ci, et malheureusement ça a disparu, donc voilà. Je vous dis à bientôt, peut-être pour un prochain podcast si vous le voulez, une prochaine FAQ où potentiellement j'aurai plus de questions. Et voilà, hein, tout simplement à la prochaine. Bye.